Il était une fois Alice. Dans le monde des sciences, c'est ainsi que l'on avait nommé un petit robot, pas plus grand qu'un morceau de sucre, et qui se disait l'ami des cafards. Il m'a donné envie d'aller voir de l'autre côté du miroir. Le projet trouve son origine dans l'étude des décisions et des comportements collectifs des animaux. Comment un groupe d'animaux parvient à prendre une décision collective? Comment un groupe est-il capable de choisir une même direction, de se comporter de la même façon au même moment? Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de comprendre et d'identifier les interactions, les communications qui sont échangées entre ces animaux. Et la réponse à cette question, quels sont les principes à l'origine de ces choix collectifs, de ces organisations, se trouve en partie dans ce qu'on appelle l'auto-organisation. Avec une perception intuitive et l'invention d'idées nouvelles, à partir du comportement des animaux, un groupe de chercheurs européens, belges, suisses et français, décide de s'engager dans une bien étrange aventure scientifique. Le programme LEUR. Cette recherche a pour ambition de créer une société mixte, regroupant des blattes, plus communément appelés cafards, et des robots autonomes. Les scientifiques souhaitent prouver que l'introduction de quelques micro-robots au sein d'un groupe de cafards peut engendrer une vraie coopération entre une société mécanique et une société animale. Les concepts d'auto-organisation ont essentiellement été développés par des physico-chimistes, mais qui avaient des motivations à comprendre le vivant. Utiliser ce concept d'auto-organisation ne signifie, dans le domaine des sociétés animales, ne signifie nullement transformer, réduire le comportement de ces individus au comportement d'une molécule ou d'une particule. Les physico-chimistes s'intéressent à l'émergence des structures moléculaires. Dans les phénomènes physico-chimiques, les structures qui apparaissent n'ont pas de fonction ou de but, alors que dans des systèmes biologiques, les structures qui apparaissent ont une fonction utile pour les animaux, comme la vision, l'audition ou l'odorat. Ce sont ces structures qui permettent une auto-organisation fonctionnelle chez les animaux lorsqu'ils se servent de leurs qualités sensorielles pour communiquer entre eux. Par auto-organisation, on entend un mécanisme qui est basé sur les interactions entre individus qui ne connaissent pas a priori un plan préétabli. Par ailleurs, la structure qui apparaît au niveau collectif ne résulte pas d'informations ou d'instructions qui proviennent de l'extérieur du système. Elle émerge des interactions entre les individus. Les mécanismes auto-organisés sont en fait essentiellement dynamiques. On voit que le système et les individus présentent des fluctuations, ils bougent sans cesse et apparemment les individus bougent au hasard. En fait, les règles d'interaction entre les individus sont relativement simples et peuvent être expliquées et modélisées simplement. Les chercheurs tentent de comprendre ce qui pousse un groupe d'animaux à s'agréger, c'est-à-dire à se rassembler et à se mouvoir tous ensemble dans le même élan, aiguillonnés par une volonté implacable et souvent déconcertante pour l'observateur.
Tous ces mouvements, en multipliant les signaux infimes de communication, de flux en flux, d'appel en appel, finissent par créer une masse de plus en plus importante d'animaux rassemblés et unis dans leur action. C'est ce phénomène que les chercheurs du programme LEUR nomment l'agrégation, dont ils sondent les secrets. Parmi tous les animaux qui peuvent présenter ces comportements collectifs, nous avons choisi de nous intéresser aux animaux qui ont des comportements grégaires, c'est-à-dire qui vivent en groupe, mais qui n'ont pas une structure sociale aussi sophistiquée et intégrée que les insectes sociaux comme les fourmis ou les abeilles. Parmi tous les insectes grégaires, nous avons choisi les blattes qui vivent mâles, femelles, juvéniles, mélangés, tous en groupe, et qui donc doivent prendre sans cesse des décisions collectives et ont des capacités de traitement de l'information relativement simples et des systèmes de communication relativement simples. Éphémère papillon, aussi vieux que le cafard à l'échelle du vivant, pourquoi ne pas l'avoir choisi? Il fallait un insecte robuste et marcheur. Depuis 400 millions d'années qu'il est sur Terre, le cafard a conservé une forme quasi identique. Son schéma anatomique simple est une des raisons qui a poussé de nombreuses générations de scientifiques à faire de cet insecte un objet d'étude. Le cafard est une espèce fascinante par son adaptation au milieu et sa résistance inouïe. En subissant les changements climatiques, la dérive des continents, dans des écosystèmes tels que les forêts tropicales, les déserts, les savanes, il aura fallu traverser pour l'espèce bon nombre d'épreuves. Depuis, les cafards se sont magnifiquement acclimatés à l'environnement. Nos villes lui offrent la niche écologique idéale à sa prolifération. Et aujourd'hui, certaines de ces espèces se multiplient à foison, depuis les couloirs du métro jusqu'aux tuyauteries de nos salles de bain. Parmi les insectes qui étaient à notre disposition, nous avons choisi la blatte Periplaneta americana pour de multiples raisons, je dirais. D'une part, c'est une espèce que l'on connaît bien, dont on connaît bien la biologie, le cycle de développement, la physiologie et le comportement. Et ce sont des espèces que l'on étudie depuis très longtemps. C'est une espèce de grande taille qui mesure à peu près 4 cm de long. La largeur du corps est à peu près 1,5 cm. Et c'est une espèce qui a de très longues antennes qui font à peu près 4 ou 5 cm de long. Donc là, on pouvait concevoir un robot qui soit de taille à peu près équivalente, et donc on n'avait pas trop de problèmes de miniaturisation. Il y a quelques années,
les ingénieurs de l'école polytechnique de Lausanne avaient engagé des travaux sur un petit robot, grand comme un morceau de sucre, qu'ils avaient nommé Alice. Alice allait conduire cette équipe d'ingénieurs à la mise en œuvre d'un nouveau robot appelé InsBot, contraction du mot insecte et robot. Dans ce projet-là, nous les ingénieurs, on a eu, je dirais, deux défis majeurs. Le premier, c'était sûrement technique. Il y en a eu un deuxième qui était humain. Il s'agissait d'interagir avec d'autres scientifiques, des mathématiciens, des biologistes, qui n'ont pas forcément au début le même langage que nous, les ingénieurs. Donc il a fallu trouver un vocabulaire commun. Enfin, ça s'est fait. Ça s'est passé relativement vite au début. On a pu s'attacher vraiment à la technique pure. Et là, il fallait construire un robot assez petit, compact. Et là, il y a une grosse batterie dedans, 12 capteurs de proximité, il y a une caméra linéaire, il y a une radio pour la communication, il y a des moteurs de montre tout petits. On a dû se donner au maximum pour mettre ça dans un petit volume, un petit robot de la taille de l'insecte, un gros insecte. Et tout ça tourne pendant 3 heures sans arrêt. L'objectif du programme LEUR n'était pas de construire un robot très compliqué, capable d'exécuter une tâche extrêmement précise, mais plutôt de construire un groupe de robots qui coopèrent entre eux et qui coopèrent aussi avec un groupe d'organismes vivants, ce que nous avons appelé une société mixte Blatt Robot. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi des insectes, parce qu'ils sont de petite taille et que nous pouvions relativement facilement former des groupes d'insectes et des groupes de robots. Et on pouvait faire interagir tout ce petit monde dans une arène de taille relativement raisonnable. L'homme peut-il espérer recréer des systèmes artificiels aussi ingénieux que ceux que la nature perfectionne depuis des millions d'années? Le cafard est un explorateur. Sa conduite est guidée par une suite de réponses comportementales élémentaires en réaction à l'environnement. Grâce à ses longues antennes, il perçoit le monde extérieur. Le fait qu'il maintienne une trajectoire d'un point vers un autre, c'est ce que les chercheurs nomment la navigation. Le cafard possède à cet effet un système nerveux rudimentaire, mais terriblement efficace. Ce schéma anatomique et comportemental simple a déterminé le choix de cet insecte, modèle imitable pour une nouvelle génération de micro-robots qui a pour mission de se mélanger au cafard. Mais comment trouver la bonne combinaison pour l'ingénieur et créer le jeu idéal pour interagir avec le cafard? Notre rôle dans le projet LEUR a été celui de développer un logiciel de suivi de cette société mixte robot-insecte. Donc, ça signifie suivre en temps réel, des fois, les trajectoires de chaque individu appartenant à cette société. La suite d'actions opérées par le cafard lors de sa navigation s'enchaîne subtilement. C'est pourquoi les ingénieurs ont créé ici un outil de suivi.
Il saisit les données qui correspondent au déplacement des insectes dans un espace donné. Temps d'arrêt près d'un congénère, temps qu'il faudra à chacun des cafards pour rejoindre l'abri, temps d'agrégation sous le même abri afin de s'y reposer. Implémenter toutes ces données dans les micro-robots afin qu'ils reproduisent les modalités comportementales des cafards a été le défi du spécialiste en intelligence collective. Ceci a quand même représenté pas mal de difficultés techniques. On n'a pas pu utiliser un logiciel standard. Et les difficultés techniques qu'on a rencontrées sont les suivantes. Pourquoi faire un outil de suivi et pourquoi faire de la trajectométrie quantitative? Parce que l'idée, c'est vraiment de récupérer des données quantitatives, reconstituer ces données-là à l'aide des modèles mathématiques, et puis finalement de réinjecter les règles qu'on a capturées, on a compris au niveau mathématique dans les robots pour qu'on puisse optimiser le contrôle de la société animale. Les informaticiens modélisent les règles des déplacements des cafards sur des micro-robots virtuels. Dans le cadre de la simulation, cela leur permet de créer une sorte de pilotage automatique, un logiciel de contrôle qui actionne toutes les composantes des micro-robots. Ce logiciel, ersatz de futurs systèmes nerveux du vrai robot, fait adopter aux micro-robots virtuels des comportements similaires à ceux des cafards. Les contraintes technologiques sont ainsi plus facilement analysées et cela fournit aux ingénieurs les outils et données nécessaires pour placer et dessiner les composantes qu'ils intégreront dans les robots InSbot. Les robots InSbot sont les fils du robot Alice. À l'instar des cafards, ils peuvent décider eux-mêmes de leurs actions et de leurs réactions à partir de la perception locale qu'ils ont de leur environnement. Pour ce faire, il a fallu les perfectionner, leur rajouter des capteurs de proximité, une radio, une caméra infrarouge, afin qu'ils perçoivent les cafards et coopèrent avec eux sans jamais les perturber. Dans le programme Leur, l'homme s'efface et laisse le champ libre aux décisions robotiques aléatoires, ce qui signifie que chacun des robots va décider tout seul de sa navigation. Cependant, il n'avancera et ne bougera jamais qu'en dépendance de ce qu'il percevra chez les autres. Appliquons ce comportement à chacun des robots, et ainsi c'est par un jeu d'interaction perceptive que tout le groupe de robots va finalement prendre une décision homogène, unique et collective. Pas de chef, pas de hiérarchie. Cette idée d'une société robotique où il n'existe pas de hiérarchie est liée au principe d'auto-organisation. Les chercheurs du programme Leur partent du constat qu'il n'existe pas de hiérarchie non plus dans la société des cafards. Aucun chef ne dicte la conduite du groupe. On utilise dans ce projet des robots mobiles, autonomes, qui donc prennent leur énergie dans une batterie qui n'est pas illimitée. Donc tout a un coût énergétique calculé, transmettre des données, percevoir et évidemment se mouvoir. Tout prend de l'énergie. Donc il faut soigner chaque action pour qu'à la fin, on arrive à résoudre nos problèmes, à amener la mission à terme avec l'énergie qu'on avait à disposition. Si les robots ont besoin d'une batterie pour pouvoir fonctionner, les blattes ont besoin de s'alimenter de la même façon pour avoir de l'énergie et pour pouvoir survivre. Les blattes sont des espèces omnivores et opportunistes.
Elle consomme tous les types de nourriture qu'elle trouve, mais un individu donné n'est pas obligé de trouver de la nourriture tous les jours. Ce sont des espèces qui résistent relativement bien aux périodes de jeûne relativement longues, ce qui leur permet de se maintenir dans un environnement où les ressources de nourriture ne sont pas forcément stables, apparaissent, disparaissent. Les cafards et les robots gèrent leurs besoins énergétiques de façon très différente. Les moteurs des robots fonctionnent à l'électricité, les muscles des cafards à l'énergie chimique. Quand une batterie meurt, le robot meurt également. Si un cafard saute un repas, ses réserves graisseuses lui permettent de survivre, car de la graisse se dépose chaque fois qu'il mange plus que ses besoins. En cas d'extrême urgence, ses muscles peuvent même servir de carburant. Sa résistance au jeûne est stupéfiante. D'ailleurs, un cafard décapité ne meurt qu'au bout d'une semaine, et il meurt de soif, et non de faim. Il contrôle mieux que ne le fait le robot ses dépenses énergétiques. Le cafard est manifestement d'une résistance redoutable, une minuscule et très efficace machine biologique. La recherche de nourriture pour le cafard fait partie des activités grégaires de l'espèce, tout comme la recherche d'un abri. Grégaires, ils se regroupent dans des abris communs. Être en groupe permet aussi de diminuer les risques de devenir une proie solitaire, car en milieu urbain où vivent les cafards, le principal prédateur, c'est l'homme. Avant les cafards, les chercheurs du programme Leur, qui s'interrogeaient déjà sur les phénomènes de l'auto-organisation dans la société animale, s'étaient intéressés aux insectes dits sociaux, comme les fourmis. Elles furent le point de départ de cette recherche. L'étude des insectes sociaux nous a révélé qu'il existait une autre forme d'intelligence, certainement aussi performante, qu'est l'intelligence collective, que l'on appelle également l'intelligence en essaim. Au sein de la ruche, au sein de la fourmilière, les ouvrières partagent l'information, ont accès à des informations locales qu'elles peuvent décider de communiquer ou non à leur pairs. Aucun individu n'a de prérogative dans l'accès à l'information, aucun individu n'est prépondérant dans les décisions que prendront la colonie. Les choix et les décisions collectives de la fourmilière ou de la ruche résultent d'un jeu subtil entre amplification, compétition et hasard. C'est le hasard qui va conduire une exploratrice à découvrir une source de nourriture. Dès que celle-ci a découvert cette source, elle retourne au nid en traçant une piste chimique. Cette piste chimique est attractive pour ses congénères et les guidera vers cette ressource. Les fourmis ainsi nourries retourneront au nid en renforçant la piste chimique, en amplifiant ce signal. À terme, ce sera l'information ou la piste la plus attractive, celle qui mène par exemple à la source la plus intéressante pour la fourmilière, qui finira par drainer la majorité des ouvrières et induire au niveau de la colonie un choix collectif, une décision collective.
Ces processus de décision collective ne sont pas l'apanage des insectes sociaux. En effet, chez les insectes grégaires, tels que les blattes, on retrouve les mêmes processus d'amplification, de compétition entre informations et de hasard dans la sélection des sites d'agrégation. La blatte Periplaneta americana est une espèce que l'on qualifie de présociale. Contrairement aux insectes eusociaux, cette espèce ne présente pas de caste, pas de partage des tâches, et tous les individus accèdent à la reproduction. C'est une espèce que l'on qualifie aussi de grégaire. Les individus se regroupent grâce à une attraction entre les individus du groupe, et cette attraction passe par une communication entre les individus, et cette communication se fait par la voie chimique. Notre rôle dans le programme LEUR, c'était de faire l'habillage chimique du robot, c'est-à-dire de déposer sur les robots un parfum de blatte. Il fallait que le robot soit intégré au groupe de blattes, qu'il soit considéré par les blattes comme un congénère et non plus comme un objet en plastique qui se déplace. Et donc pour cela, il fallait qu'il porte l'odeur des blattes, cette odeur ayant un rôle dans la communication et la reconnaissance entre les individus du groupe. Ça lui permet de s'intégrer au groupe de blattes. Les cafards sont de remarquables chimistes qui synthétisent des molécules très variées, des plus simples aux plus complexes. Il ne fait aucun doute que pour les cafards, la grégarité, cette phase élémentaire de la vie en société, ne soit la cause de la mise en place au cours de l'évolution d'un système plus complexe que chez les autres insectes de modulation des messages chimiques. Un langage chimique sophistiqué, composé de molécules odorantes, dans lequel les insectes font comprendre à leurs congénères « J'aimerais faire l'amour, nous devons tous déguerpir, j'aimerais bien me reposer un peu à tes côtés » ou « Viens, je t'ai tracé un chemin où tu trouveras de quoi te nourrir ». Une sorte de parfum aux 1000 senteurs qui, pour chaque circonstance, développe subtilement la senteur appropriée. Alors il fallait chercher dans ces molécules odorantes celle qui signifie au cafard que ce mini-robot Innsbot pourrait devenir un ami acceptable. C'est en soufflant un petit air frais que les chercheurs ont confirmé leur découverte. Un olfactomètre, un appareil à 2 branches en forme de Y, diffuse un courant d'air propre. L'une des branches est chargée d'un parfum aux senteurs attirantes pour le cafard. Celui-ci se dirige alors naturellement dans la branche où seules quelques molécules identifiées par les chercheurs œuvrent à l'envoûtement du cafard. Que d'intuition et précises expérimentations pour découvrir ces molécules au pouvoir captivant. Pour extraire ces précieuses molécules d'agrégation en quantité suffisante, avant d'utiliser plus tard des molécules de synthèse, les chercheurs ont eu recours à des larves qui allaient atteindre le stade adulte. Ces larves, une fois endormies,
encore trop jeunes pour avoir développé des molécules sexuelles, permettent une extraction plus sûre des molécules odorantes d'agrégation précédemment repérées. On imprègne alors de ce parfum un papier filtre. Ce papier filtre, cette robe, est découpée de telle sorte que les capteurs qui sont sur toute la périphérie du robot restent fonctionnels et lui permettent de savoir où il se situe. On ne déguise pas le robot en cafard, car le signal visuel n'est pas une information pertinente dans ce cas. Seul le parfum de cafard doit contribuer à leurrer la colonie et permettre au robot de s'y intégrer. L'utilisation d'objets pour agir sur le comportement des animaux est à la fois une pratique fort ancienne et extrêmement répandue. Tout le monde connaît l'exemple des épouvantails pour faire fuir les oiseaux ou l'exemple des leurres utilisés par les pêcheurs pour attirer le poisson. Ce qui caractérise ces leurres, qu'ils soient ceux utilisés par le pêcheur ou ceux utilisés par le spécialiste du comportement animal, c'est que le leurre influence uniquement le comportement de l'animal et le leurre ne réagit pas au comportement de l'animal. Leurre comme une illusion ou leurre comme un piège? Dans le projet de recherche leurre, ce que nous visons à établir, c'est une véritable relation entre l'animal et la machine. L'animal influence la machine et la machine influence l'animal, c'est-à-dire une relation, une communication qui va dans les deux sens. Et le but ultime, c'est d'utiliser cette communication réciproque pour aboutir à une véritable collaboration entre les animaux et les machines et former des groupes mixtes capables d'interagir globalement. Nous avons réalisé des expériences de choix collectif par des groupes de blattes. Ces expériences se déroulent dans une arène de 1 mètre de diamètre, parfaitement homogène, si ce n'est qu'elle présente 2 abris. Les abris sont en fait des disques de plastique recouverts de filtres rouges qui créent des ombres. Les blattes n'aiment pas la lumière et préfèrent se regrouper dans les zones d'ombre. On leur demande alors de choisir en groupe entre 2 abris parfaitement identiques, de qualité équivalente. Ce que l'on observe, c'est que la plupart du temps, toutes les blattes se regroupent sous le même abri. Elles sont donc capables de faire un choix collectif, consensuel, de choisir l'un des 2 abris qui, a priori, sont parfaitement équivalents. Il y a donc eu un choix collectif, concerté entre toutes les blattes, sans chef, pour choisir l'un des 2 abris. Si l'on change la qualité des abris, si on leur propose de choisir un abri foncé par rapport à un abri clair, le même choix collectif se reproduit. Les blattes qui préfèrent les zones d'ombre choisiront préférentiellement l'abri foncé et l'on retrouvera toutes les blattes sous l'abri foncé.
Dans les projets LEUR, il y a sûrement de la bio-inspiration. En particulier, il faut quand même avoir minimum de reproduction du comportement animal pour que le robot soit accepté dans la colonie animale. Il ne faut pas absolument reproduire fidèlement chaque caractéristique des insectes. Par exemple, nous, on n'a pas reproduit les jambes des insectes, on n'a pas construit des robots à pattes. On a opté plutôt pour des robots à roues, beaucoup plus faciles à construire. Du côté insectes, ils sont très mobiles, ils sont capables de monter sur des parois, ils n'ont jamais des problèmes à franchir des obstacles, etc. Tandis que, par exemple, des robots à roues ont ce genre de problèmes. De l'autre côté, les robots sont beaucoup plus performants côté communication. Si vous pensez, par exemple, les insectes utilisent beaucoup la communication chimique, qui est quand même lente et qui ne peut pas aller trop loin, même si les odeurs, on peut les sentir à plusieurs dizaines de mètres sans problème. Il y a un débit d'information qui est passé beaucoup plus lentement de ce qu'on peut faire sur les robots. Par exemple, entre un robot et l'autre, on peut utiliser de la communication sans fil en utilisant de la radio, en utilisant des infrarouges, etc. Donc, tous ces genres de différences-là sont très importants à comprendre et il faut les exploiter pour qu'on puisse faire passer des messages à l'intérieur de la communauté robotique, à l'intérieur de la société robotique, d'une façon efficace pour que le but soit toujours celle de contrôler la société animale. Lorsqu'on ajoute des robots à ce groupe de blattes, on voudrait voir si les robots sont capables de partager ce consensus avec les blattes. Les blattes interagissent avec les robots, elles influencent le comportement des robots. Les robots sont influencés par le comportement des blattes. Tous les individus interagissent sur un pied d'égalité et ce que l'on observe, c'est que la plupart du temps, les blattes et les robots se mettent d'accord pour choisir un seul des deux abris et se regroupent. On dit alors que les blattes et les robots ont réalisé un choix collectif, consensuel. Le but n'est pas d'utiliser les robots pour contraindre les blattes par la menace ou par la force, mais d'établir une véritable collaboration entre les insectes et les machines. Le comportement global du groupe mixte sera cependant influencé grâce aux robots. Ces 4 robots Insbot interagissent avec les cafards, au point d'infléchir leur comportement,
et influence sans la contraindre la colonie à choisir un abri clair plutôt qu'un abri foncé, alors que les cafards ont horreur de la lumière. Par le succès de cette expérience, ces robots rentrent dans l'histoire des sciences comme les premiers robots capables de participer aux décisions collectives d'une société animale. Cette recherche est avant tout une recherche fondamentale. Est-il possible de réaliser le même type d'expérience en mettant en jeu cette fois-ci non plus des insectes, mais des vertébrés, tels que des oiseaux, des mammifères, qui sont des animaux dont nous savons pertinemment qu'ils sont caractérisés par des capacités cognitives nettement plus élevées que celles des insectes. L'essentiel des résultats que nous avons obtenus dans le projet LEUR actuellement sont une forme de collaboration entre robots et insectes basée essentiellement sur l'organisation. Par la suite, nous envisageons d'avoir des formes de collaboration animal-machine plus élaborées, basées non seulement sur des perceptions plus sophistiquées comme la vision et le son, mais aussi sur des processus cognitifs plus élaborés comme des formes de mémorisation et d'apprentissage. Pour cela, nous envisageons d'utiliser des modèles animaux vertébrés, essentiellement des animaux domestiques. Nous avons commencé des expériences d'interaction entre robots et poulets. Et nous avons aussi fait une grande partie d'études comportementales sur le mouton, essayer de comprendre quelles sont les décisions collectives que les moutons sont capables de faire pour imaginer des systèmes artificiels qui pourraient être introduits dans ce type de collectif animal pour élaborer de nouvelles formes d'interaction et de collaboration entre animaux et machines. Suivant la démarche du programme LEUR, les chercheurs travaillent au développement d'un robot chez les poules, intégrant un robot non plus dans une arène remplie de cafards, mais dans un poulailler. Si les odeurs jouent leur pouvoir attirant ou d'attraction chez les cafards, chez les poussins, les scientifiques jouent sur le phénomène de l'imprégnation maternelle. La connaissance de la mère n'est pas innée chez le poussin. Elle est acquise à la suite d'impressions reçues peu après l'éclosion. Cette imprégnation visuelle et auditive se constitue au cours des premières heures de la vie des poussins. Sur ce principe, il s'agit alors de leurrer le poussin en lui proposant un robot poule dès l'éclosion de l'œuf. Ce robot poule, à un stade aujourd'hui expérimental, cet objet maternel laisse alors une empreinte chez le poussin qui va ainsi établir des liens d'attachement personnel, de fixation à cette maman mécanisée. Ces liens, semblables à ceux qu'il développerait à l'égard d'une mère naturelle, vont le conduire après quelques jours de cohabitation à suivre ce robot poule qui, comme les robots Alice ou Innsbot, n'a pas besoin de porter des plumes et une crête pour être admis par la nichée de poussins. Si cette recherche souhaite substituer une maman mécanisée pour le poussin, elle n'a pas pour vocation une application au bénéfice de l'élevage industriel. Elle s'occupe avant tout d'étudier les liens d'attachement entre le poussin et le robot poule. En équipant bientôt les robots de détecteurs et de communicateurs sans fil, cette expérience dans l'interaction avec les volailles testera les fonctionnalités d'un nouveau robot, franchissant encore un degré technologique dans l'échelle du vivant. Le leurre ne sert plus à chasser les oiseaux. Nous ne voyons plus beaucoup d'épouvantails dans nos campagnes. Cette figure poétique
est devenue bien rare et désuète. Les scientifiques imaginent que demain, une nouvelle génération de robots coopérera avec les moutons. Des colliers, sortes d'agents artificiels munis de capteurs, seront capables d'envoyer une information au berger et préviendront alors l'homme en repérant le regroupement soudain des bêtes. Sous l'effet d'un stress ressenti par le troupeau, le collier émettra alors un signal capté par le berger. Celui-ci pourra agir avant que se produise une réaction du troupeau qui le mettrait en danger. Les futurs robots ne remplaceront pas le chien de berger. Le but recherché par les scientifiques sera de faire travailler en synergie le chien, le berger et les agents artificiels. On pourrait se demander si un jour le type de recherche que nous faisons pourrait s'appliquer à l'homme. Alors quand on y pense, on navigue dans un environnement totalement artificiel. Pensons à un couloir de métro où la signalétique nous envoie sans cesse des informations sur comment nous comporter, où nous diriger, où se trouvent les entrées, où se trouve la sortie. On pourrait envisager des environnements artificiels intelligents qui s'adapteraient à la présence des personnes dans un couloir de métro, qui adapteraient la signalétique, qui adapteraient certains aspects de l'environnement pour canaliser certains mouvements de foule ou pour supprimer des effets indésirables comme des effets de panique. On pourrait aussi se demander si ce type de recherche pourrait un jour permettre d'élaborer des systèmes artificiels qui permettraient de contrôler d'une manière idéologique ou politique les foules. Là, nous pensons que c'est totalement utopique, d'une part parce que ce type de pensées élaborées font appel à des degrés de sophistication cognitive qui ne sont pas du tout atteints par les systèmes artificiels, et d'autre part parce que je pense qu'ils existent déjà, c'est les systèmes de propagande médiatique que nous rencontrons fréquemment. L'homme est-il en train de créer des machines qui, rivalisant avec les animaux ou coopérant avec eux, en feraient leurs alliés au point de menacer sa propre espèce? Sommes-nous vraiment en danger d'être remplacés, distancés dans la course de l'évolution future par un nouveau type d'espèce robotique sorti de l'imagination des scientifiques? C'est en dehors de la science-fiction que nous devons bien entendu trouver des réponses à nos questions. Ce qui est évident,
c'est que les cafards vont continuer à envahir nos villes, mégapoles surchauffées pour proliférer à leur aise. C'est alors peut-être que nous demanderons à des petits robots, dignes descendants du robot Alice, de reconduire aux portes de nos villes ces vieux compagnons de l'espèce humaine, nos amis les cafards, comme jadis le joueur de flûte, au son de son instrument, charmait les rats pour les mener hors de la cité.